Bonjour, je suis Philippe Henrienegger et vous regardez le podcast Parole Parole. Pour être éloquent, on n'a besoin ni d'une grosse voix, ni d'une stature. On a besoin de trouver sa voix. L'ambition de convaincre, elle est à la portée de chacun. On a tous vu des personnes dans les box, dans les tribunaux, disposer d'un nombre de mots tellement inférieur à ceux des juges qui les jugent. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole Parole, le podcast audio mais aussi vidéo qui donne la parole aux gens de parole pour parler de la parole. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Dorothée Bisaccia-Bernstein qui va venir parler avec nous de ce qui est l'objet de ce podcast, c'est-à-dire la rhétorique, mais aussi, j'espère, de son métier d'avocat puisqu'elle est avocate pénaliste et nous donner peut-être ces petits secrets d'avocate pour vous aider, pour nous aider à apprendre à mieux convaincre puisque c'est l'objet peut-être de la rhétorique et de la communication de manière générale. Bonjour Dorothée. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être venue. Ma première question, elle sera assez simple. Vous êtes avocate pénaliste. Peut-être pouvez-vous nous expliquer ce que c'est d'être avocat pénaliste et peut-être même plus précisément ce que c'est d'être avocate pénaliste. Avocate, c'est déjà une vraie question et je crois ne pas avoir encore la réponse. On a longtemps conservé ce titre d'avocat indépendamment du masculin-féminin. Aujourd'hui, je pense qu'on doit ajouter ce petit « e » parce que sinon ça dit quelque chose alors qu'avant ça ne disait pas quelque chose. Et donc être avocate pénaliste, c'est défendre au quotidien des gens et essayer de mettre de la lumière là où personne n'a envie finalement d'aller regarder. Et c'est mettre au service de gens que tout accuse parfois, c'est mettre de la lumière sur ce qui est moche. C'est-à-dire ce que tout le monde désigne comme vilain, ce qui est très, facile à calomnier et venir finalement mettre cette lumière sur un endroit de sa personnalité ou un endroit du dossier, un endroit, une manière de raconter les choses que personne n'a envie finalement de voir et d'entendre. Souvent, quand on est avocat pénaliste, on vous demande dans les dîners, mais comment vous faites ? C'est horrible, ça doit être très difficile de fréquenter des monstres au quotidien. Et ce qui est assez évident pour moi, c'est que l'humanité est beaucoup plus belle de près que de loin. Et que les gens vous apparaissent très monstrueux lorsqu'ils sont synthétisés dans un article ou devant la machine à café et réduits à ce qu'on leur reproche d'avoir fait. Et puis que de près, vous découvrez finalement derrière le dossier, l'accusation, des gens comme vous et moi, ni plus beaux ni plus moches que personne. Et donc, ça vous rend assez humble et ça rend la vie plus simple parce que si vous attendez moins des gens, vous attendez aussi moins de vous. Donc, vous êtes beaucoup plus confortable avec vos propres bêtises et vos propres failles. Et puis, c'est très agréable de venir tendre la main. En tout cas, moi, ça m'est très agréable de tendre la main et d'apporter un petit peu de ce que je sais faire et de ce que j'ai envie de dire en général à des personnes en particulier qui en ont besoin. Alors, ça c'est le métier d'avocate, c'est aussi l'objectif, comme vous le dites, c'est-à-dire de réussir à convaincre, à mettre la lumière sur des choses, à dire des choses pour que les gens vous écoutent. Et c'est tout l'objet à la fois de ce podcast et de la rhétorique, c'est-à-dire la question de comment on fait, comment on arrive à obtenir l'écoute de gens qui ont parfois pas envie de vous entendre, ou alors une fois qu'on a obtenu de cette écoute, à réussir à les convaincre alors qu'ils ont peut-être pas envie d'être convaincus. Et donc ma question, elle est peut-être un peu générale, mais à la fois assez précise, c'est-à-dire est-ce que vous déjà vous avez le sentiment d'utiliser la rhétorique dans votre métier, dans votre quotidien, dans votre manière de travailler ? Je crois qu'on utilise déjà
tous la rhétorique du matin au soir. La manière que vous avez de demander votre baguette à la boulangerie, la manière que vous avez de vous adresser au contrôleur du train quand vous n'avez pas votre billet. La rhétorique, c'est comment est-ce que je réunis en moi le fond, mes idées, la forme, la manière de l'exprimer pour emporter en face l'adhésion, la conviction, etc. Donc ce métier d'avocat, évidemment, son seul objet, c'est de convaincre. Donc pour convaincre, vous avez besoin d'être éloquent. Et c'est encore une question peut-être un peu différente, mais oui, la rhétorique au sens large, c'est-à-dire ce que je mets à ma disposition pour essayer de convaincre mon interlocuteur, c'est un exercice qui est omniprésent et quotidien. Et évidemment, on ne va pas employer les mêmes moyens pour convaincre si on s'adresse à un tribunal correctionnel ou à un juge aux affaires familiales. On ne va pas s'adresser de la même manière et plaider de la même manière et occuper le temps de la même manière selon que vous aurez une plaidoirie d'assises où de toute façon personne ne vous interrompra jamais et vous avez le temps de poser votre défense que devant un juge aux affaires familiales qui a déjà vu 15 dossiers avant vous, qui en a encore 10 derrière et où vous savez que vous avez 3-4 minutes. Et c'est très court. Mais en 3-4 minutes, vous pouvez retourner une situation. Et au-delà d'ailleurs de cette plaidoirie, qui est vraiment l'exercice final de notre métier d'avocat, qui est ce moment où on vous énonce maître, vous avez la parole. En amont de ce moment-là, vous mettez de la rhétorique et de l'éloquence partout. Quand vous vous adressez à la greffière avant l'affaire, quand vous vous adressez au parquet pour vous présenter au début, quand les questions sont posées. Je me souviens de maître Olivier Schnerb, qui était mon mentor, avec qui j'ai passé 10 années et qui m'a vraiment tout appris. Il se levait, il disait « à la disposition du tribunal ». Et ce « à la disposition du tribunal », c'était une manière de dire je vous aurai à la fin. Là, je vous laisse, mais à la fin, ce sera quand même moi qui vais décider de ce que vous allez penser. Et voilà, donc effectivement, ce métier d'avocat est un métier dans lequel on emploie la rhétorique tout le temps. Et c'est intéressant aussi la manière dont on y vient. C'est-à-dire que moi aussi, je suis avocat, et il se trouve que je suis aussi avocat pénaliste. Et je dois dire que déjà, c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend ni à la fac de droit et pas forcément non plus à l'école d'avocat. Cette question spécifiquement de la rhétorique, c'est-à-dire des techniques qui permettent de mieux convaincre. Et même, je dois avouer que pendant longtemps, dans mon exercice professionnel, je me suis jamais posé la question sous cette forme-là. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise des techniques rhétoriques ? On a tous nos propres techniques, on a tous nos manières de faire, mais qui viennent un peu naturellement ou pas. Donc je me demandais, chez vous, comment est-ce que c'est venu ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez approché très jeune, avant même peut-être d'être avocat, de manière théorique, en se disant tiens, je vais me plonger dans un bouquin sur la rhétorique, mais il n'y en a d'ailleurs pas tant que ça qui soit franchement accessible aujourd'hui. Il se trouve que vous en avez écrit un, donc maintenant c'est beaucoup plus possible. Mais avant que vous l'écriviez, c'était plus compliqué. Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps, avec des interrogations, avec des expériences ? C'est déjà très étonnant qu'on se prépare à ce métier avec aussi peu de cours et de leçons dédiées. Bon, alors à l'éloquence peut-être pas, mais en tout cas à la manière de convaincre, à votre positionnement face au juge, etc. Alors moi, la question s'est posée finalement assez tôt, puisque quand j'ai commencé à travailler, j'ai prêté serment et tout de suite, j'ai passé le concours de la conférence. Et ce concours de la conférence, qui est un concours historique au barreau de Paris, qui a plusieurs siècles d'existence, qui élit chaque année 12 jeunes secrétaires qui sont dans leurs 5 premières années d'exercice. Alors, il faut expliquer, les secrétaires, c'est pas pour devenir secrétaire de direction. Non. C'est le nom qu'on donne aux gens qui gagnent ce concours. Exactement. Ça pourrait être un autre terme, mais il se trouve qu'on les appelle secrétaires. Oui, d'ailleurs, j'ai une amie dont le papa était rabbin, et lorsqu'elle a été élue secrétaire de la conférence, le président de la communauté a annoncé que enfin la petite fille du rabbin était devenue secrétaire dans un cabinet d'avocats. Parce que c'était un monde sans doute où on avait
j'avais un peu de mal à imaginer qu'une femme pouvait être vraiment une avocate. Donc non, nous ne sommes pas secrétaires, mais nous sommes effectivement 12 avocats élus pendant 1 an, au terme d'un concours d'éloquence. C'est-à-dire que à 25 ans, j'ai passé un concours en 3 tours, avec une semaine de préparation pour le premier tour, une improvisation de 5 heures pour le deuxième, et puis 5 jours pour le troisième. Donc l'éloquence, elle s'est posée là tout de suite au début de mon exercice professionnel. Néanmoins, je dois quand même dire que il y avait ce monde de l'art oratoire, de l'éloquence, de la conférence, et puis notre quotidien d'avocat commis d'office en matière criminelle ou en comparution immédiate, où concrètement on mettait pas forcément l'un au service de l'autre et les choses étaient assez séparées. Et je pense qu'effectivement, comme vous, Philippe Henry, au fur et à mesure de mes années de pratique, on comprend qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Et puis il y a aussi l'expérience, c'est-à-dire que s'arrêter de parler pour récupérer de l'attention auprès des juges, notamment, c'est un truc qui fonctionne toujours. S'adapter aussi à la composition du tribunal qu'on a en face, ne pas occuper trop de temps, etc. Et ça, on peut se le permettre aussi quand on commence à avoir un peu d'expérience. Mais moi, j'ai toujours trouvé que les plus éloquents des avocats que je voyais, c'était les éloquents réels, pas les éloquents bidons qui plaident pour faire plaisir au client qui est là et à la famille derrière. Mais ceux qui vraiment sont là pour convaincre. J'ai eu la chance de faire mon stage avec Thierry Lévy. C'était pour moi l'ascèse de la rhétorique. Il n'était pas là ni pour ajouter des adjectifs et des adverbes. D'ailleurs, un jour, je pense qu'il m'a jeté un livre à la figure parce que j'avais mis trop d'adverbes dans un projet d'écriture. La même expérience de Thierry Lévy. De Thierry Lévy, voilà. C'était pas Son combat contre les adverbes, c'est quelque chose qui marque une vie. C'est marqué une vie et ça marque une écriture. Ouais, et donc c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que les avocats les plus justes et les plus redoutables étaient les avocats qui ne plaidaient pas au sens classique du terme. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on écoute une plaidoirie classique d'un Torres, etc., ça nous paraît complètement suranné et très peu efficace. Mais au contraire, les avocats qui murmuraient à l'oreille des juges. Et je sais que j'ai vu plaider mon confrère Danazan, que j'ai très bien connu aussi à la ville, parfois d'une manière incroyable, en expliquant les choses et en les déroulant et en allant précisément au point où il sentait que les juges avaient besoin d'être rassurés, et avoir cette manière, comme Laure Hennick, mon associée, ou Clotilde Le Petit, ou Françoise Cotta, qui est d'ailleurs l'école dans laquelle Karine et Laure, mes associés, étaient, cette magie où l'avocat prend la parole, vous le regardez, vous, juge ou juré, comme un avocat, donc vous vous dites, bon, c'est l'avocat qui va me faire sa petite roue, son petit show. Et en réalité, elle arrive, je dis elle parce que c'est souvent quand même, je trouve, des plaidoiries un peu féminines, elle arrive à vous faire oublier qu'elle est avocate et à vous expliquer le dossier pour que, à la fin, vous disiez, ah oui, c'est ça qu'il faut penser. Et ça m'est arrivé en étant l'adversaire de Françoise Cotta aux assises, par exemple, en me disant, mais oui, elle a raison, pardon. Donc, je trouve que l'éloquence, ça peut aussi être ça. Il y a plein de choses que j'aimerais aborder dans ce que vous venez de dire. Je vais commencer par ce dont vous avez parlé en dernier, c'est-à-dire cette sorte de différence que vous faites entre ce qui pourrait être le style d'un avocat femme, d'une avocate, et d'un avocat homme. Est-ce que pour vous, il y a une différence déjà de manière générale entre les deux, et peut-être dans la manière dont on doit aborder l'éloquence ou la rhétorique quand on est une femme ou quand on est un homme? J'élargis un tout petit peu la question, mais pour y revenir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question par rapport à l'éloquence, de dire oui, mais moi, je suis petit et tout maigre et j'ai une petite voix fluette, ou alors je suis très grand et j'ai une voix très grave. Est-ce que je vais pouvoir adapter les choses? Ou des gens qui disent simplement, moi, je suis un peu timide, donc en fait, j'arriverai jamais à être éloquent. Et j'ai l'impression parfois qu'on se dit la même chose entre eux. Enfin, on a pu se dire, en tous les cas, on peut se poser la question entre un homme et une femme, parce que tout le monde imagine l'avocat, c'est un grand homme avec une voix grave, très assuré, très puissant et qui va imposer sa pensée. Et j'ai parfois l'impression que, au contraire, ça peut être totalement différent en fonction des gens, et notamment quand on est une femme. Je suis entièrement d'accord. Je pense que
physiologiquement, pour des raisons de nature et de constitution, la plupart des filles ont des voix et des portées de voix qui sont moindres que celles des garçons et que du coup on a dû adapter notre manière de plaider à notre naturel. Par ailleurs, la profession d'avocat s'est féminisée, la profession de juge aussi. Et donc, je pense que ce qu'attendait un juge bedonnant et ronflant dans les années 50-60 était qu'effectivement, l'avocat d'en face, avec qui il avait déjeuné, bu un petit quart de vin et qui allait dire « Oui, vous voyez, celui-là, bon, hein, d'accord ». Ce genre d'exercice est finalement devenu complètement obsolète et qu'on a... peu à peu, un peu technicisé déjà le droit pénal, hein, parce que voilà, c'est devenu une matière aussi où on n'est pas là juste pour faire des claquettes, etc. Et où les filles ont pris une place plus importante et donc une manière de plaider différente, sans doute. Je crois que effectivement, on peut être très éloquent sans avoir forcément la grosse voix de Jean-Yves Le Borgne et arriver à faire sourire, à toucher en étant différent. Enfin, moi, j'ai vu mon associé Clotilde plaider un dossier, les larmes aux yeux, avec la voix chevrotante. On n'entendait pratiquement rien. Et c'est une des plus belles plaidoiries et les plus convaincantes que j'ai entendues parce qu'on ne pouvait pas imaginer un instant qu'elle plaidait. Or, elle plaidait. Et ça, je trouve que ça ramène à deux notions qui sont très importantes en rhétorique. C'est justement celle de l'éloquence, c'est-à-dire la distinction qu'on peut faire entre la rhétorique et l'éloquence, qui pour moi sont deux choses totalement différentes. Et peut-être que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que l'éloquence, c'est pas forcément ce qu'on entend habituellement quand on parle de l'éloquence. L'éloquence, c'est pas forcément la grande voix qui porte et très forte, mais parfois l'éloquence, ça peut être une petite voix chevrotante, et en fait, elle se trouve là. Et la question de l'émotion. C'est exactement ça. Je pense que pour être éloquent, on n'a besoin ni d'une grosse voix, ni d'une stature. On a besoin de trouver sa voix VOIX, qui permet précisément de trouver la voix VOIE de la conviction. Si vous êtes juste, vous serez convaincant. Parce que vous aurez l'air de croire à ce que vous dites et on n'entendra plus la forme. Précisément, l'éloquence, c'est celle qui ne se voit pas. C'est finalement une manière de faire passer un message, de convaincre l'autre et de faire passer effectivement l'émotion. Et l'émotion ne peut pas passer si on vous voit en train de faire des claquettes ou en train de plaider. Je pense qu'avant, c'était possible. Je pense qu'il y a eu une période où on avait besoin, ou en tout cas, on était habitué à entendre Malraux clamer « Rentrez, Jean Moulin ». Et aujourd'hui, on ne pourrait pas entendre un ministre de la Culture énoncer pareil discours. Donc l'oreille d'aujourd'hui, de 2023, ne peut plus entendre ce genre de choses sans entendre homme qui plaide ou personne en train de faire un discours. Et d'ailleurs, moi, moi, président de la République de François Hollande, une fois, deux fois, je marche. Au bout de 5-6 fois, il me gêne parce que je sens le truc préparé. Et donc, je pense que vraiment, aujourd'hui, l'éloquence, c'est à la portée de chacun, parce que dès lors que vous avez décidé de porter une cause, une voix, et que vous la portez à votre hauteur et dans votre manière de vous exprimer, évidemment que vous êtes convaincant et donc vous êtes éloquent. Quand vous êtes convaincant, vous êtes éloquent. Il y a un rapport à la sincérité, à l'authenticité, qui est peut-être beaucoup plus important aujourd'hui que ça pouvait être par le passé. Oui, c'est possible. Je pense que peut-être que c'est politique, hein. Peut-être que la démocratisation de ce métier, le fait qu'il n'est plus réservé qu'aux classes d'élite favorisées. On a aujourd'hui, comme on a des avocats qui viennent au palais avec des claquettes et leur robe d'avocat, et ça heurte profondément la plupart des confrères, on a des avocats qui plaident comme ils parlent dans la rue et c'est comme ça. Et on doit accepter ça parce que je pense aussi que l'avocat, il est au service de son client, hein, c'est un mandataire. Il faut que ce métier-là ressemble aux gens en tout cas, il faut que les avocats qui exercent ce métier-là puissent ressembler aussi aux gens qui le défendent.
la sincérité, l'authenticité, le fait d'être aussi fidèle à soi-même et fidèle à ceux qu'on représente. Je crois que ça illustre aussi une autre catégorie très importante dans la rhétorique, qui est celle de l'éthos, enfin ce qu'on appelle l'éthos, c'est-à-dire la crédibilité. La manière dont on doit soi-même être quelque part en accord avec ce qu'on va raconter et qui aide aussi à convaincre. Et vous, en l'occurrence, vous êtes associé dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Setback et qui a la particularité d'avoir uniquement des associés femmes et qui, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tous les cas a développé avec le temps une image, donc une forme de crédibilité pour être un cabinet d'avocates femmes avec des causes qui peut-être étaient un peu en phase aussi avec cette particularité-là. Est-ce que c'est quelque chose déjà de volontaire ou pas ? Et est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, que vous développez parce que d'un point de vue de la rhétorique, ça vous semble être intéressant stratégiquement d'avoir cette image-là ? J'en finis avec ma question, mais évidemment que quand on va imaginons défendre une femme violée et qu'on est soi-même investi dans des causes féministes et qu'on fait la promotion de cette activité-là et de cet engagement-là, on est beaucoup plus sincère, peut-être, que quand on a quelqu'un qui habituellement défend les violeurs et qui tout d'un coup vient défendre une femme violée ou inversement. C'est vraiment une question qui s'est beaucoup posée ces derniers mois à nous chez Setback. Effectivement, on est 4 filles, on est même 4 amies. Et on n'a pas choisi cette manière d'exercer dans une démarche particulière. Vous n'êtes pas dit on va faire un cabinet de filles, quoi. Pas du tout. On s'est associés en 2015. On avait très envie depuis longtemps de travailler l'une avec l'autre, l'autre avec l'une, etc. Et il s'est trouvé qu'en 2015, on s'est associés. Il se trouve que je pense que le fait qu'on enseigne chacune d'entre nous à l'école du barreau nous a donné une visibilité qu'on pensait peut-être pas avoir si vite et que les étudiants nous ont beaucoup identifiés comme étant les 4 filles pénalistes, anciennes secrétaires, parce qu'on est toutes de la conférence, de la même année ou presque. Et c'est vrai que très vite, on a eu beaucoup de candidatures, par exemple, qui soulignaient ce truc-là que nous-mêmes n'avions pas forcément perçu. Et puis ensuite, c'est les confrères, les petites remarques, etc. Il se trouve aussi que Clotilde Le Petit, mon associée, était très investie au CNB, Conseil national des barreaux, puis au Conseil de l'ordre, dans les questions d'égalité homme-femme, handicap, etc. Elle a été très, très militante à Ni pute ni soumise. Donc, c'est des combats de militantes qui ont marqué, imprimé forcément le cabinet. Il se trouve que moi, par exemple, je suis pas très militante. J'ai assez peu de temps consacré à ça. C'est pas le cas de Laure ou de Karine, qui est présidente de l'association des avocats pénalistes. Et n'empêche que il nous a toujours importé à chacune d'entre nous de demeurer des avocates. C'est-à-dire qu'on fait vraiment la part des choses entre le militantisme, les causes auxquelles on croit. Parfois, on s'assoit par terre, on débat, est-ce qu'on signe ou pas telle pétition ? Il y en a 2 qui veulent signer, 2 pas, on s'engueule. Enfin, c'est très mouvementé, mais c'est très démocratique. C'est une sorte de kibbutz judiciaire. Mais à la fin, on finit toujours par présenter une cohésion. Ça nous importe parce qu'on fait cabinet, quoi. N'empêche que il est très important pour nous de pouvoir défendre des femmes victimes de viol, comme de pouvoir, par exemple, défendre des hommes victimes. Non, lapsus révélateur. Victimes d'eux-mêmes et effectivement de cette pulsion à un moment ou de concours de circonstances criminelles qui fait qu'on va commettre un acte de viol ou qu'on est simplement accusé, mis en cause pour ça. Parfois, il m'arrive de défendre. Là, en ce moment, je défends notamment une personnalité qui est accusée par de nombreuses femmes, etc. Et de l'autre côté, dans le bureau d'à côté, Laure défend les plaignantes de PPDA. Donc, et elle défend aussi, par ailleurs, un homme accusé de viol. Plusieurs, d'ailleurs. Et c'est important pour nous de l'expliquer à nos clients. Et les gens finissent par le comprendre parce que c'est un métier. Et que voilà, c'est évident que notre rôle aussi, et d'ailleurs l'éloquence joue aussi un rôle dans l'entretien qu'on a avec son client et dans notre manière qu'on a de lui expliquer notre rôle, le rôle de la justice, ce qu'il peut en attendre, ce qu'il ne peut pas en attendre. Et l'éloquence la joue, parce que je crois que dans un entretien avec son client, d'ailleurs c'est un des cours que je donne en droit pénal et procédure pénale aux étudiants de l'EFB, c'est le conseil au pénal. Et c'est vrai que
à la fois dans la manière dont on brief, comme on dit, nos clients mis en cause. On a une responsabilité quand on reçoit des personnes qui se plaignent de quelque chose, de leur dire, voilà, attention, ça va durer tant, attention, c'est ça qui vous attend, attention, et surtout aujourd'hui, avec MeToo et les attentes très très forte des personnes victimes de violences sexistes et sexuelles, il faut leur expliquer que la vraie vie, c'est effectivement d'être entendu par des services de police qui nécessairement doivent interroger la vérité de ce qu'elles disent, interroger des faits, et qu'elles vont être mises à l'épreuve, que ça va peut-être être très difficile et qu'elles n'ont pas à s'imposer ça si elles n'en sont pas capables, mais qu'en revanche, si elles veulent vraiment porter l'affaire en justice, c'est pas le compte Instagram Violeur Paris où on affiche et c'est bon, c'est fait. Que, voilà, il faut se soumettre à ça, c'est la règle du jeu et ça fait partie de la démocratie, et que si leur frère était accusé demain de quelque chose, je pense qu'elles seraient rassurées de savoir qu'on va quand même apprécier les choses. Après, nous, on est là aussi pour tempérer les vieilles rengaines et les vieux réflexes réac, policiers ou judiciaires. Mais c'est important ce positionnement, je crois, de défense de personnes plutôt que de cause. Mais ça, c'est un point très intéressant du métier d'avocat pénaliste. C'est cette manière dont notre rôle, votre rôle d'avocat, c'est non seulement effectivement soi-même d'être éloquent, soi-même d'utiliser la rhétorique pour convaincre, mais aussi de savoir transmettre ces notions-là à ceux qu'on défend, parce que, comme vous dites, on les briefe, et que l'idée, c'est qu'ils puissent utiliser ces armes-là, ces outils-là, pour les utiliser. Et ce qui est encore plus intéressant, vous concernant, c'est que non seulement vous le faites avec vos clients, mais vous le faites aussi, vous l'avez évoqué, à travers les cours que vous donnez. Je crois que vous en donnez pas mal dans différents organismes, et aussi à travers un livre que vous avez écrit, moment promo, qui s'appelle Les 50 lettres de l'éloquence, que d'ailleurs vous avez écrit avec vos 3 autres associés et ES, et qui va transmettre aussi ces techniques-là. On sait qu'il y a un engouement depuis quelques années autour de l'éloquence, de la rhétorique, des concours d'éloquence, ces choses-là. Comment est-ce que ça vous est venu l'envie de transmettre cette connaissance que vous avez, ce savoir-faire, et comment ça se passe, c'est-à-dire c'est quoi les enjeux quand on veut transmettre à des jeunes les techniques de la rhétorique qui sont, il faut quand même le dire, parfois très anciennes et parfois même très éculées. Donc il y a aussi une adaptation pour que ça soit audible à ceux à qui on le dit, et que ça soit aussi utilisable dans le quotidien, parce que quand on lit Aristote, c'était écrit il y a 2500 ans, c'est passionnant à lire, mais à mettre en pratique au quotidien, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, pour le coup, peut-être que mon militantisme réside dans ces modestes cours que je donne, parce que je crois, en tout cas ça a été le cas pour moi, je crois que la manière de s'exprimer et l'ambition de convaincre, elle est à la portée de chacun, et que rien n'est plus discriminant que l'impossibilité de s'expliquer. On a tous vu des personnes dans les box, dans les tribunaux, disposer d'un nombre de mots tellement inférieur à ceux des juges qui les jugeaient. Et ne pas avoir la possibilité syntaxique et lexicale de pouvoir expliquer la manière dont s'étaient passées les choses. Ça, ce truc-là, c'est vraiment, je pense, un des enjeux d'une société démocratique, c'est de permettre à chacun, quelle que soit son origine, et pas seulement aux élites, de pouvoir aller vers ce qu'il veut. Et pour aller vers ce qu'on veut, il faut pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir convaincre celui qui peut vous le donner de vous le donner. Et donc c'est vrai que rendre accessible l'éloquence, c'est déjà réparer un peu les complexés du système, donc les timides, les fonds de classe, les premiers de la classe, les moches et les gros, les persécutés, les harcelés, pousser ces gens-là à sortir d'eux et à sortir finalement des choses qui sont parfois hyper surprenantes. Et que c'est parfois ce qu'ils croyaient être des défauts initialement, Exactement. qui en fait deviennent leur plus grande qualité. Plus grande qualité, un tic qui devient tout à coup hyper charmant, une manière d'appréhender la réalité et de la livrer. Et puis je crois que si
si aujourd'hui l'éloquence et l'oralité vient à ce point au cœur des émissions de télé, il y a un nombre de concours d'éloquence dans les universités qui est tel qu'on a une fédération française de l'éloquence qui réunit tous les concours avec une finale. Et ces étudiants-là sont passionnés par l'art oratoire, le fait de défendre, accuser, etc. Et derrière cela, donc au-delà de l'oralité, du fait qu'on a envie que les enfants aujourd'hui puissent s'exprimer, puissent apprendre à parler, parce qu'on sait que c'est une clé de la réussite sociale, je pense qu'aussi il y a une passion. L'éloquence, et là aussi, c'est pas simplement un micro, c'est-à-dire que on apprend aussi à présenter ses idées d'une certaine manière, à argumenter, à poser des exemples pour illustrer, selon une forme d'ailleurs, vous parliez d'Aristote, qui fonctionne toujours aujourd'hui de la même manière. Et donc, c'est ça le cœur de la rhétorique, c'est-à-dire que si on doit faire une distinction, on en a un peu parlé, c'est la rhétorique, c'est ça, c'est-à-dire savoir trouver ses idées, les organiser, les formuler de la bonne manière pour qu'elles soient convaincantes, là où l'éloquence, c'est la manière dont on l'exprime, dont on parle, dont on communique à la fin ce qui a déjà été préparé avant, quoi. Exactement. Et donc je pense qu'au-delà de l'éloquence, finalement, et c'est un très très bon résumé, je trouve, c'est la rhétorique qui est à la mode. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de rhéteurs. Tout le monde est rhéteur. Et tout le monde trouve ça atroce qu'il y ait des accusateurs publics et des défenseurs publics. Oui, avant, les gens ils disaient n'importe quoi au comptoir du café. Maintenant, ils le disent sur Twitter. Mais finalement, au-delà, effectivement, de ce que ça peut supposer de déviance, d'outrance, de harcèlement, de bashing en tout genre, ça a quand même remis les gens à la table du débat. Et finalement, je parlais des kibbutz tout à l'heure, ces sociétés collectives en Israël où on débattait de tout. Ils passaient parfois plusieurs heures sur est-ce qu'on met ou pas des rideaux. Et les gens disaient, mais enfin, c'est pas ça l'idéal sioniste, on n'est pas là pour ça, le collectivisme. Et en fait, si. Et donc, je pense que si les gens débattent pour savoir si oui ou non c'est bien de mettre un chat dans une poubelle, n'empêche qu'ils débattent. Et s'ils débattent de ça, ils vont débattre de tout. Et ça veut dire que ça donne aussi la possibilité à chacun de se sentir en droit, légitime, à débattre d'un sujet, de se sentir investi de ça. Alors oui, effectivement, il y a des fautes d'orthographe, pardon de l'expression, il y a des connards, il y a des extrémistes, mais il y a aussi des gens qui disent des choses, qui font avancer les choses. Et je pense qu'on gagne toujours à prendre les gens pour des intelligents plutôt que pour des imbéciles. Et que de ça émerge effectivement cette passion pour la rhétorique et l'envie de démontrer à son interlocuteur, qui n'est pas forcément son adversaire, que j'ai raison et que je vais te le prouver. Et depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'éloquence ou de la rhétorique judiciaire, parce que c'est votre métier, donc c'est forcément les exemples qui viennent le plus naturellement. Mais dans votre livre notamment, vous évoquez aussi d'autres types de rhétorique et d'autres types d'éloquence qui peuvent être utiles aussi à ceux qui se destinent pas forcément à la profession d'avocat. La rhétorique du date. Par exemple, il y a un chapitre très intéressant qui est sur les réseaux sociaux de manière générale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des podcasts comme ça, qui vont s'exprimer sur TikTok, sur Instagram, et aussi qui sont sur les sites de rencontres. Et en tous les cas, vous avez abordé cette question-là et de dire, oui, en fait, ces techniques, parfois, qui ont quasiment 2000 ans, elles peuvent être adaptées et réinventées pour vous servir dans ces situations-là. Complètement. Quand on est obligé de limiter sa présentation en quelques lignes pour accrocher la potentielle femme ou le potentiel homme de votre vie, il faut pouvoir être convaincant et convaincre l'autre. Convaincre d'un sweep à droite ou à gauche, c'est convaincre et c'est user d'armes de rhétorique. Donc, quand on est obligé de faire une fiche sur un réseau social, il faut, exactement comme dans un tribunal, comprendre les codes, comprendre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et ensuite les intégrer et en faire quelque chose dans les codes avec le petit soupçon d'originalité qui sera bon. Et c'est exactement ce que vous faites quand vous plaidez. Vous avez les codes du tribunal, vous faites exactement ce qu'on attend de vous, mais avec ce petit truc en plus qui va faire que vous allez être pertinent et convaincant. Alors c'est quoi la technique en 2-3 conseils pour réussir à choper sur Tinder, quoi ? Alors déjà, éviter les slims après 30 ans.
Non, mais ça, c'est pas de la rhétorique. Mais ça compte aussi, quoi. C'est l'image, c'est l'éthos, c'est la crédibilité, quoi. C'est-à-dire se donner une image exactement. Qui ressemble à ce qu'on veut dégager. Et typiquement, d'ailleurs, toutes les filles se moquent des garçons qui, par exemple, à plus de 50 ans, prennent des photos de profil qui sont inadaptés, ou alors la photo avec l'ex habilement découpé. Non, mais c'était ma sœur. Et voilà, non, je pense que ce qu'il faut pour choper sur les applis de rencontre, que je n'ai précisément jamais fait, donc je parle vraiment de ce que je ne connais pas. C'est de la pure théorie. C'est de la pure théorie et je ne pratique pas, mais je suis croyante, pas pratiquante. Je pense qu'il faut savoir manier l'humour. Je pense que c'est vraiment une des armes les plus redoutables en séduction parce que c'est une manière de montrer son intelligence sans en avoir l'air. Je pense qu'il faut avoir l'air sincère et un tout petit peu décalé par rapport au reste. Ok, on arrive à la fin du podcast. Il y a une question que je trouve toujours intéressante. Est-ce que vous avez des conseils de lecture, des films, des séries, de la musique, j'en sais rien, que vous auriez à conseiller aux gens qui veulent déjà peut-être s'améliorer en rhétorique, dans l'éloquence, ou de manière générale simplement qui vous ont marqué et nourri et qui finalement vous utilisez au quotidien dans votre manière de convaincre ou d'être éloquent? Je pense que si vous êtes étudiant en droit ou jeune lycéen et que vous ambitionnez d'être éloquent, il faut absolument aller à un spectacle gratuit d'exercice d'éloquence qui se passe tous les jours dans toutes les villes de France, à 9h ou à 13h30. Ce sont les audiences correctionnelles. Je pense que les audiences sont publiques, il faut pousser la porte des tribunaux, il faut aller assister à des audiences. C'est quelque chose d'assez incroyable quand on ne connaît pas. Il faut y aller et voir comment se passent les choses, comment les gens s'expriment, écouter et voir. Écouter et voir, c'est très important pour comprendre la rhétorique. On ne peut pas juste écouter et voir le procureur requérir, écouter et voir l'avocat de la défense plaider, écouter et voir le président mener son audience, aller dans les salles d'assises, aller dans les tribunaux correctionnels. D'un point de vue plus littéraire, je sais que la lecture de Convaincre de Jean-Denis Bredin et Thierry Lévy a été vraiment très riche pour moi. C'est deux énormes avocats au sens figuré. C'était pas très énorme, mais vraiment de grands lettrés et de grands intellectuels contemporains et qui donnent vraiment des clés. J'ai adoré Le Tour du Malheur de Joseph Kessel, qui est l'histoire d'un avocat notamment, de Richard Dallot, mais qui est vraiment plus centré sur le métier d'avocat, mais qui a forcément pas tellement changé. Et il faut écouter de la bonne musique très fort dans les oreilles le matin avant d'aller plaider. Dorothée, merci beaucoup d'être venue. Vous avez toujours votre livre, les 50 règles d'or de l'éloquence qu'on peut trouver un peu partout. Vous êtes en tournée dans toute la France, dans tous les tribunaux de France. D'ailleurs, je vois une chose qui est drôle, c'est qu'ils ont fini par remettre un mec. En fait, pour la petite anecdote, quand peut-être on va le montrer si ça parle de l'image. Ouais. Voilà. Pour l'anecdote, quand on a sorti le petit bouquin, ils nous avaient envoyé une maquette avec un garçon. On avait dit c'est marrant parce qu'on est quand même 4 filles, donc ça peut être bien aussi que ce soit une fille. Ça va peut-être quand même parler aux lecteurs et aux lectrices. Et je m'aperçois qu'il y a eu une deuxième réédition. Ils ont quand même réussi à caser un mec. Hein. Bon, ça c'est pas grave. La prochaine. Merci beaucoup. Et puis, je vous remercie à tous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré discuter avec Dorothée, qui nous a raconté des choses passionnantes sur son métier et sur la rhétorique. À très bientôt, Dorothée. On se croise régulièrement. Et à très bientôt à vous qui nous avez regardé pour un prochain épisode de ce podcast Parole.